Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karima Salem. Je travaille dans un hôpital pas très loin d'ici, donc l'hôpital Saint-Louis à PHP. Donc je suis secrétaire du syndicat et je suis membre du CHSCT. Donc c'est pour vous faire part un petit peu ce qui se passe dans nos établissements, du restructuration violente qu'il y a depuis quelques années et depuis le regroupement des hôpitaux, où là aussi ils ont tenté en tout cas de supprimer les CHSCT, d'essayer d'en faire qu'un seul par groupe hospitalier et voire aussi supprimer les syndicats par hôpital et essayer de faire un syndicat par groupe hospitalier. Donc ça, bien évidemment, ça a été clair que niet, non, hors de question. Et un CHSCT par groupe hospitalier, il n'en est pas question, puisque d'un hôpital à un autre, c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas les mêmes conditions de travail. Enfin, chaque hôpital, en tout cas, a sa petite histoire et sa façon de travailler, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes face à des directions de plus en plus jeunes qui n'ont absolument pas cette histoire à PHP. Donc, c'est des gens qui viennent du privé. C'est une directrice de groupe hospitalier qui vient tout droit du cabinet de Touraine, donc qui est très copine avec Touraine, qui, elle, on ne la voit pas, mais travaille en catimini pour pouvoir mettre en œuvre toutes les restructurations, les coupes budgétaires, les suppressions de postes et dégrader les conditions de travail des personnels. Aujourd'hui, le CHSCT, il est, on va dire, sur tous les fronts. Surtout sur, aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on commence à voir, en tout cas dans mon établissement, je ne peux pas parler pour les autres, même si c'est la paix. C'est une grande remise en cause des avis médicaux que le médecin du travail peut faire lorsque l'agent a soit une restriction ou un mi-temps thérapeutique, chose qu'on n'a jamais vue, où certains cadres, pas tous, remettent en cause cet avis médical, cette prescription médicale. Donc ils ne comprennent pas comment se fait-il que l'agent a des restrictions, comment se fait-il que l'agent doit avoir un aménagement de poste. Donc ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc c'est presque une insulte d'arriver avec le petit papier bleu qui indique justement la restriction, ne pas lever de port de charge, avoir un poste aménagé, c'est presque une insulte pour eux. Donc on est en train aujourd'hui de se battre pour ça, à cause de ça. Soit on fait des alertes, on fait des courriers, et bien évidemment l'agent est rétabli dans son droit. Mais avant qu'il soit rétabli dans son droit, malheureusement aujourd'hui on est obligé de passer par la bataille, puisqu'aujourd'hui c'est ça, c'est la bataille. C'est des choses pourtant réglementaires qu'ils devraient respecter et qu'ils ne respectent pas. Mais on arrive à maintenir ces salariés, enfin pas les salariés pour nous, les agents en tout cas dans leurs droits, soit à mi-temps thérapeutique, soit leurs droits à restriction, aménagement de poste, etc. On est face à une direction, mais je ne sais pas par combien c'est multiplié, mais qui accélère les choses. On n'a jamais vu ça auparavant. C'est sans précédent. En CHSCT, le directeur qui est jeune, il doit avoir 40 ans, donc je vous y parle. Il a une façon de discuter. Son seul moyen pour pouvoir empêcher l'expression des membres du CHSCT, en tout cas je parle pour la CGT, c'est d'interrompre à chaque fois. Interrompre, ou alors disant, bon ben voilà, il y a telle personne qui doit parler, donc on lui dit stop. On est encore ici dans une instance où on peut s'exprimer, on a le droit de s'exprimer, donc il est là assis, mais il doit nous écouter et arrêter de nous interrompre. Donc ils ont ce management-là qu'ils sont en train d'employer. Et quand on sort de ces CHSCT-là, c'est très tendu avec l'employeur. Mais c'est pas grave. En tout cas, on dénonce les restructurations, on dénonce les suppressions de postes, on dénonce cette mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail mise en œuvre par le directeur de la PHP, mais qui est néfaste pour l'ensemble du personnel de la PHP, qui a détruit la santé des personnels, qui dégrade davantage les conditions de travail des personnels. En gros, l'OTT, c'est quoi? Qui a été mis en place par le directeur général de la PHP, c'est de la dérèglement à outrance. On n'a jamais vu ça. Donc oui, les CHSCT sont importants, parce que même si on ne gagne pas tout, on arrive quand même à gagner des choses par rapport à la santé de l'employeur, excusez-moi, en tout cas des agents, parce que l'employeur est responsable de leur santé. L'employeur doit mettre en place des choses, justement, des mesures
pour faire en sorte que le salarié, l'agent puisse être bien au travail, bien travailler avec les moyens, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc c'est une bataille, en tout cas que nous menons, et bien évidemment, oui, qu'il faut les maintenir, ces CHSCT. Et je pense que si aujourd'hui ils sont remis en cause, c'est parce que derrière ça, je pense qu'on a une force quand même dans ces CHSCT et qu'ils veulent démonter tout ça. Et donc, il faut se battre pour maintenir ces droits. Ça nous appartient. Et s'il n'y a plus de CHSCT, c'est pratiquement mort pour le personnel et on ne peut pas courir partout dans tous les sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis secrétaire de CHSCT à Orange, sur un service client Orange, le centre d'appel, vous connaissez l'histoire d'Orange aussi. Donc, nous sommes, comme beaucoup d'autres entreprises et de nombreux secteurs, en réorganisation incessante. Les activités s'élargissent, il y a la mise en place de la polyvalence, sur fond de baisse d'effectifs, fermeture des sites, déménagement d'équipes, complexification du travail parce qu'il y a l'automatisation et toute une série d'actes qui sont gérés automatiquement. Donc nous, notre rôle au niveau du CHS, c'est d'essayer de rendre visibles les risques qui se répercutent suite à ces projets au niveau de la santé des salariés, en termes d'augmentation de charge du travail, la charge mentale, le temps de trajet, etc. Et quand on travaille les dossiers, bien évidemment, ça a été dit ce matin, on part bien sûr du travail, on prépare les dossiers avec les collègues concernés parce qu'on ne peut pas connaître toutes les activités et donc on part vraiment du travail réel, du travail qui est fait. Je pense que notre mission, c'est de rappeler systématiquement l'obligation de résultats à l'employeur en motivant nos avis, puisqu'après, effectivement, ça peut servir pour aller en justice. En termes, autrement, on se sert aussi des indicateurs concernant la santé et la sécurité, c'est-à-dire les données en termes d'absentéisme. On essaye aussi de conseiller les collègues dans les démarches de déclaration d'accident du travail et pour les guider un peu en termes de reconnaissance de maladies professionnelles. Alors, malgré ça, on sait bien qu'il y a une sous-déclaration, notamment en termes d'accident du travail. C'est compliqué à faire, mais on essaye d'accompagner les collègues dans ces démarches-là. On s'appuie aussi sur les rapports de la médecine du travail qui mettent en évidence aussi la souffrance des salariés. Ce qui me paraît très important aussi, c'est de travailler conjointement avec l'inspection du travail. Au niveau du CHS, on a également réussi à mener notamment une enquête qui a permis de faire partir une responsable d'un service qui exerçait des pressions sur l'ensemble du service. Et grâce à notre action, cette responsable n'a plus de fonction d'encadrement aujourd'hui. Après tout ce qui est, on est intervenu à différentes reprises concernant de soi-disant conflits interpersonnels pour essayer de mettre en évidence que c'est l'organisation du travail qui fait qu'à un moment donné, les gens peuvent en venir à des situations très conflictuelles. On essaye toujours de faire le lien avec l'organisation du travail. En termes de changement d'horaire aussi, on a essayé d'aider des collègues lors de changements d'horaire et en particulier en s'appuyant sur le Code du travail et l'article qui concerne les personnes qui sont à temps partiel, en mettant en avant le caractère, je ne sais plus quel est le terme exactement, mais le fait d'être à temps partiel et d'avoir des obligations familiales pour des personnes qui peuvent être, la plupart du temps des femmes qui peuvent être parents isolés. On a réussi comme ça à agir au niveau pour préserver des personnes de changement d'horaire. Ensuite, en termes, on a aussi réussi à mettre en place à faire mener une expertise de suite risque grave qui n'a pas permis de faire un lien direct entre le suicide du collègue et puis ses conditions de travail, mais cette expertise nous a permis quand même de mettre en évidence les facteurs de risque qui existaient concernant l'ensemble des collègues
Et grâce à cette enquête, je pense qu'on a réussi à préserver une partie des salariés d'une polyvalence trop avancée. Alors c'est peut-être un répit et je pense que les choses vont encore aller plus loin dans la polyvalence dans un proche avenir, mais en tout cas, cette expertise nous a servi à ce moment-là pour que la direction lève un petit peu le pied par rapport au projet qui était initialement prévu. Autrement, concrètement, matériellement, on est souvent obligé de relancer, de se battre pour que les gens aient des sièges adaptés. Bon, nous, on est surtout confrontés aux risques dits psychosociaux et puis tout ce qui est TMS, problèmes de cervicales, de poignets, etc. Et alors au niveau du CHS, quelque chose qu'on a fait assez récemment et qui a été assez compliqué, c'est de se saisir du CHSCT et de ses prérogatives pour mettre sur la table les problèmes de sexisme ordinaire au travail, ce qui n'a pas été une mince affaire et ce qui avance lentement, mais bon, on a réussi à se saisir de la problématique. Et je voulais évoquer un autre point, puis savoir s'il y avait des expériences parmi les gens dans la salle, parce que récemment, il y a eu un colloque qui s'est tenu concernant le lien entre les addictions, tout type d'addiction avec ou sans produit, et le travail. Et moi, il me semble que le CHSCT a aussi c'est une problématique dont le CHSCT devrait s'emparer aussi, parce que tous les professionnels sont d'accord pour dire qu'il y a un lien entre les deux, mais après, comment amener cette thématique-là au niveau du CHSCT? Enfin, moi, ça ne me paraît pas simple, mais ça me paraît... à mon sens, le CHSCT devrait aussi s'emparer de cette problématique-là. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à faire des choses dans ce domaine-là. Voilà, c'est quelques exemples d'actions un petit peu concrètes. Alors avec le CSE, bon, bah, les risques ils existent toujours de toute façon, donc il faudra bien continuer à les prendre en compte et puis à renvoyer la responsabilité à l'employeur de toute façon, puisque la faute inexcusable n'est pas supprimée, donc notre rôle c'est de rappeler ces obligations à l'employeur. Là, on ne peut pas lâcher sur ça. Alors après, comment ça va s'organiser, ça je ne sais pas, mais après, oui, il faut travailler à établir un rapport de force qui fasse qu'on puisse mettre des choses en place après dans les entreprises et dans les différents secteurs. Juste quelque chose qui n'a pas à voir directement, mais je pense qu'un certain nombre de personnes ici ont vu le film Les Sentinelles. Je vous encourage vivement à le voir et vraiment à en faire la publicité au maximum autour de vous, parce que c'est vraiment c'est tout ce qui est la santé publique, quoi. Je suis Gérard Dieu, je suis secrétaire du CHSCT du CEA Cadarache. Alors ce matin il y avait Saclay, quelqu'un encore Saclay cet après-midi. Moi c'est le CEA du sud de la France, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Pour ceux qui ne connaissent pas par cœur les organismes de recherche en question. Donc c'est un site de 5000 personnes et notre CHSCT, un collectif de 24 élus, a mis en place depuis on va dire une dizaine d'années une démarche assez ambitieuse au bénéfice des 5000 salariés du site, c'est-à-dire une moitié de salariés avec un statut solide et puis une moitié de salariés sans statut et en situation de précarité. Alors, je vais apporter 2 points. Tout d'abord, le fait que cet aspect social, ces facteurs sociaux, organisationnels et humains, dans le domaine qui nous préoccupe, qui a à voir aussi avec la sûreté nucléaire, eh bien, il s'avère que l'autorité de sûreté nucléaire a entrepris de lancer une étude sur ces facteurs sociaux, organisationnels et humains, et que j'ai été mandaté par mon organisation syndicale pour participer. L'affaire continue, il y a des groupes de travail sur ces aspects sociaux, organisationnels et humains, et j'y interviens au titre de mon activité de CHSCT avec un collègue qui aurait dû être là aujourd'hui, Gilles Redon, d'une entreprise sous-traitante de la vallée du Rhône, bon,
son employeur ne l'a pas autorisé à être aujourd'hui parmi nous, donc Gilles Reynaud, qui est très investi dans cet aspect de défense de la santé des sous-traitants du nucléaire. Vaste programme. Il est investi à travers notamment une action syndicale, mais aussi un site que je vous recommande, qui s'appelle Ma Zone Contrôlée. Alors pour ceux qui connaissent un peu le nucléaire, la zone contrôlée, c'est l'endroit où les salariés sont exposés au rayonnement. Le titre complet, c'était Ma Zone Contrôlée va mal, au départ. Voilà. Et donc, ce travail à la fois syndical et associatif, eh bien, intéresse l'autorité de sûreté nucléaire, intéresse les commissions locales d'information du public. Voilà, donc ça c'est un aspect que je signalais, qui montre que, alors d'ailleurs l'ASN travaille avec la Direction Générale du Travail autour de ces problématiques-là. Alors notre CHSCT, en venant plus près de Cadarache, traite, comme la plupart des CHSCT, de manière presque majoritaire maintenant, certes des risques qui nous sont inhérents, à la radioprotection notamment, mais aussi les risques psychosociaux. Et je voudrais témoigner du fait que, d'abord, nos élus CHSCT se sont formés de manière très régulière, et du coup, ça nous a permis de monter en compétences et de pouvoir travailler de manière très efficace, j'espère, avec les médecins du travail, les assistantes sociales et le service RH du CEA et des entreprises et du site. Et c'est comme ça qu'on a pu développer des actions, des expertises en différents domaines, et qu'on constate une évolution globale de l'entreprise, en réalité, à travers toutes ces actions. Et du coup, la remise en cause des CHSCT comme instance indépendante nous percute, je dirais. Alors ce matin, il y a eu des interventions se demandant comment faire pour ne pas accepter ce recul. Moi, je crois qu'il y a matière, peut-être y compris du côté de certains employeurs, qui trouvent intérêt, je pense, à ce que des CHSCT jouent vraiment leur rôle dans l'entreprise. Alors je voulais rappeler aussi que dans les industries à risque, on en fait partie, il y a les sites Céveso et puis les installations nucléaires de base. La loi prévoit que le CHSCT peut s'élargir aux entreprises extérieures. Donc nous, c'est ce qu'on fait sur le site de Cadarache, à Saclay aussi. Les salariés à statut et les salariés hors statut peuvent s'associer dans un CHSCT en formation élargie, et c'est efficace parce que on peut aborder ainsi des problématiques qui rassemblent tous les salariés d'un site. Voilà. Mais je termine en disant quoi? En disant qu'il faudra qu'à la fin de notre Assemblée nationale soit publié le plus largement possible un appel, une envie de développer la défense de la santé au travail. J'espère qu'il y aura des éléments essentiels à travers tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qu'on pourra le promouvoir par tous les canaux légaux. Voilà, et puis je terminerai sur un aspect qui est peut-être pas très présent aujourd'hui, c'est le fait qu'on est des spécialistes de la santé au travail, il y a divers titres, CHSCT, professionnels de la santé au travail. Tout ça ne marche que s'il y a des salariés nombreux qui s'engagent, qui trouvent utile de s'exprimer sur leur travail à travers toutes les instances disponibles dans l'entreprise. C'est l'idée de l'expression directe qui allait avec les lois Roux d'ailleurs, qui ont institué les CHSCT. Donc nous, au CEA, on a des conseils d'unité qui nous paraissent un lieu d'échange pour que les salariés ne soient pas que objets de la santé au travail, mais bien des acteurs à part entière. Et voilà, je l'ai terminé. Merci. Bonjour, donc moi je suis membre du CHSCT des fonctions centrales de l'Enedis, donc distributeur public de courant électrique en France que tout le monde connaît. Donc je suis membre désigné par la CGT et je voulais faire juste une courte intervention sur... C'est bien comme ça? Ouais. Je voulais faire une courte intervention qui est sans rapport peut-être avec les précédents collègues qui sont exprimés, parce que moi je travaille dans des fonctions centrales, c'est la fonction tertiaire, donc qui couvre plein d'activités, et les risques principaux, c'est les risques psychosociaux. Donc c'est
je dirais, c'est ce qui est peut-être le plus impalpable à détecter par les membres des CHSCT, parce que les salariés, ils ne s'expriment vis-à-vis de nous que quand ils sont dans une situation de souffrance complète, qui sont soit en arrêt maladie, soit enfin, en dépression. Donc c'est très difficile d'agir. Donc ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est une remarque un peu plus technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Enedis, on a des comités d'établissement qui comportent en leur sein un grand nombre de CHSCT, parce que dans les exploitations, il y a des surfacinement qui couvrent en général un département français ou l'équivalent, et comment la nouvelle loi pourrait être adaptée, même à travers l'EXE, pour des CHSCT qui sont très nombreux aujourd'hui, qui vont disparaître, et que va-t-il se passer, quoi. Ça, c'est une question plutôt juridique. Voilà, donc c'est les deux témoignages que je voulais apporter. Donc moi, je voulais vous parler, mais j'en parlerai moins. Oui, d'accord. J'en parlerai moins longtemps que j'aurais pu faire. Vous parler d'un exemple qui s'est passé, qui s'est produit dans Thalès. C'est le suicide d'une salariée ingénieure, et donc qui était près de Rennes, on peut pas le site exact. Et bon, voilà, cette personne se suicide. Elle se suicide, mais avant le suicide, il y a toute une histoire. C'est assez intéressant. C'est là le rôle du CHSCT, c'est de revenir sur l'histoire. L'histoire, c'est très important. Pas que, notamment dans le cas de suicide. En fait, cette personne qui était responsable d'une 80 personnes à peu près, voilà, d'une ligne de fabrication, elle a été en désaccord avec la direction sur comment faire son travail, sur où le faire, voilà. Du coup, la direction l'a déplacée ses fonctions pour la faire s'occuper d'un déménagement futur. Donc, en gros, pour aller vite, elle s'occupait des cartons. Elle mettait des étiquettes sur des cartons qui devaient faire partie du déménagement. Bon, ça l'a perturbée, évidemment, comme tout le monde. Et à la fin, au bout de quelques temps, elle s'est suicidée. Voilà. Alors qu'elle avait 2 enfants, qu'elle avait aussi un compagnon. Voilà. Bon, avant le suicide, le CHSCT était intervenu. Il avait envoyé des courriers à l'inspection du travail. Il avait, lors des réunions du CHSCT, il avait abordé le problème. Tout était connu parfaitement de la direction et parfaitement connu des salariés de l'entreprise. C'est une entreprise d'environ 400 personnes à peu près. Voilà. Donc la personne, au bout de X temps, se suicide. Du coup, les salariés, fait exceptionnel, font grève totale, complète, intégrale, pendant 3 jours. 3 jours de grève intégrale. Et puis rien du tout, tout le monde se balade là-dedans. Moi, j'y suis allé d'ailleurs. Je suis rentré dans l'usine comme ça, sans aucun souci. Ce qui n'est pas le cas habituellement dans les boîtes comme Thalès, qui travaillent souvent pour l'armement. Bien, bon voilà. Donc ça, c'était déjà une réaction importante. Et à savoir, les salariés se sont mêlés de l'histoire. Contrairement à des cas de suicide où, exemple, Volkswagen, il y a très longtemps, certains l'ont peut-être déjà vu ce documentaire, où il y a une personne qui se suicide sur la chaîne, 2 heures après, la chaîne est propre, impeccable, et tout le monde retravaille sans problème. Bon, là, ça n'a pas été le cas, ce qui est déjà noté. Donc voilà. Ensuite, donc, il y avait eu, je vous ai tout un tas d'éléments qui avaient été déjà connus par les salariés, l'inspection du travail, la direction, etc. Ça, donc, y a-t-il eu accident du travail? La direction dit non, bien sûr que non, il n'y a pas d'accident du travail. C'est de la faute de la salariée. Comme à chaque fois, tous les suicides qu'il y a eu dans Thalès, je vous en parle d'un, il y en a eu plusieurs, moins qu'à Orange, c'est vrai, mais il y en a eu. Tous, c'est la direction dit, ce n'est pas dû à l'organisation du travail, ce n'est pas le travail, c'est de la faute de la personne. C'est elle qui est responsable. Elles ne savent pas gérer leur stress. Elles ne savent pas gérer leur vie. Voilà. La victime devient coupable. La victime est coupable. Voilà. C'est la direction, maintenant, rien à voir. La direction est capable d'aller voir la veuve ou le veuf pour l'assurer qu'il n'y avait jamais de problème.
qu'au contraire, tout allait bien. Tout allait très bien. Ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Voilà. Donc la personne, elle n'a pas bien tenu le choc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle aurait dû aller voir, appeler le téléphone vert qui est mis à disposition des salariés. Sans doute que ça l'aurait sauvé. Pour arriver à ce que l'accident du travail soit reconnu, ça a demandé 2 ans et demi, 3 ans pratiquement. 3 ans. Il a fallu faire tout un travail de la CHS, ça fait un gros boulot, avec une association, ASD Pro, je ne sais pas si certains connaissent, qui s'occupe notamment des suicides, prévention des suicides, ressortir l'invisibilité des problèmes, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ça, on invite les patrons rendre invisibles les problèmes. Voilà. C'est pas que dans les entreprises, mais c'est souvent, c'est quand même aussi dans les entreprises. Donc arriver à sortir ça. Donc finalement, 2 ans et demi, l'accident du travail est reconnu. La direction dit non, il faut appel, procès, le temps passe, si bien, je vais réduire mon histoire. Aujourd'hui, ça a été reconnu un accident du travail, la faute inexcusable. Alors là, on attaque au gros morceau, faute inexcusable de l'employeur qui savait tout et tout. Ça n'a pas empêché de laisser faire et de faire en sorte quelque part que cette personne se suicide. Donc la faute inexcusable est finalement reconnue. Ça ne les empêche pas de faire appel de nouveau. Là je parle ensemble. Pour dire, je vais finir là-dessus, parce que je vois que là j'ai été un peu long, les patrons, je vais vous dire quelque chose. Je vais essayer de vous faire, de bien écouter bien ce que je dis. Ici j'ai été étonné moi-même des étonnements. Certains sont étonnés que les patrons réagissent, qu'ils ne soient pas sympas, qu'il n'y ait pas le bon dialogue, etc. Moi, je ne suis pas étonné. Ce n'est pas nouveau. Les patrons, je vais vous le dire donc, ce sont des assassins. Vous avez bien compris? Les patrons sont des assassins. Et ce n'est pas nouveau. L'amiante, ça vous dit quelque chose? Les bronchites chroniques dans les mines, etc. Les addictions, tout à l'heure on parlait d'addiction. L'alcool, dans les mines, on filait du bicrate aux ouvriers pour descendre dans les mines. Ça a créé des tas d'alcooliques et des tas de gens qui avaient une addiction à l'alcool. Bien. Donc voilà, partons de ce principe. S'il y a un accident, c'est de la faute du patron, qu'on nous démontre le contraire. Bonjour, donc, je suis toujours secrétaire du CEA de Saclay, commissariat d'énergie atomique. Bon, c'est un peu pour vous raconter une des choses aussi qui s'est passée chez nous. On est intervenu en 2016 et on a déposé un droit d'alerte pour danger grave et imminent pour souffrance au travail, hein, sur tout un service d'ingénieurs-chercheurs, globalement. Bon, je ne vous raconte pas les détails, mais vraiment en fond de tâche, il y a le management par la gestion, par les chiffres, par les rentrées d'argent, alors même qu'on est dans un domaine de recherche. Hein. En fond de tâche, vraiment, il y a ça qui est présent. On fait une enquête conjointe, des recommandations, tout ça, intéressant. Il y a énormément de déni, hein, comme souvent, il y a du déni. Et puis bon, ça complique un petit peu aussi par cette espèce d'organisation, l'employeur qui n'est pas hiérarchique des gens de ce service-là non plus, donc qui n'a pas une action, enfin, bref. Donc voilà, les choses se passent, ils font appel à une espèce de cabinet de consulting, de direction pourri, quoi. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot, quoi. En gros, ils sont intervenus, ils allaient expliquer, vous êtes surchargé, bah, on va vous expliquer comment trouver du temps, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'était ça quand même, c'est grave. Donc voilà, et juin dernier, bah, tentative de suicide sur le lieu de travail. Évidemment, ça devait arriver, quoi. Donc là, enquête conjointe, bon là il flippait quand même un petit peu, mais bon, le service, la direction du service continue dans sa négation, et y compris un véhicule, mais devant tous les autres salariés, que le gars avait des problèmes personnels, etc. Donc avec le mal supplémentaire que ça fait à lui, mais aux autres aussi, parce que tout le monde savait très bien que c'était pas ça le problème. Bon, ceci dit, on fait un vraiment gros boulot, et y compris sur l'état de la prévention des RPS sur le centre.
Et là, on commence à, malheureusement, grâce à ça, entre guillemets, quoi, à pouvoir faire bouger des lignes. Donc là, ça y est, il y a des choses qui commencent à avancer, il y a une petite lumière qu'on commence à voir au fond du tunnel. Mais voilà, tout ça pour dire que, en déployant, parce que c'est des heures et des heures de travail, quoi, une enquête comme ça, on a pondu un rapport de 90 pages, etc., etc., quoi, c'est assez énorme. Donc, tout ça pour dire que même là, dans les conditions actuelles où on en est des CHSCT, c'est dur d'y arriver et on aurait besoin de... Parce que c'est bien joli la faute inexcusable de l'employeur, mais là en gros, il faudrait que le gars qui a eu l'accident, il porte plainte lui-même contre l'employeur. Et ça, par exemple, il ne le fera pas. Donc finalement, il a une épée de Damoclès sur sa tête parce qu'il sait que ça peut lui tomber dessus et qu'il a sa responsabilité qui est engagée. Malgré tout ça, juridiquement, à mon sens, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de contraintes pour l'employeur quand il y a des choses comme ça qui se passent, quoi. Donc là, par exemple, ils n'arrivent plus du tout à dire que c'est pas en lien avec le travail. On discute même plus de ça, on a réussi à régler ce débat. Donc voilà, et puis on est énormément sur les risques psychosociaux. Chez nous, ça pète de partout, mais toutes les semaines. Heureusement, justement, on a pu faire appel à des expertises de qualité. On a pu, qui ont aussi réussi à faire avancer des choses. Et des RPS, je ne sais pas combien de services on en a qui sont en souffrance et pour lesquels on agit et pour lesquels on se met nous-mêmes en RPS. Je veux dire, voilà, on en est aussi là. Donc, et on en arrive aussi à, maintenant, l'employeur qui nous dit, mais carrément en séance de CHS, qui nous l'a déjà dit plusieurs fois, je reconnais, le CHS, vous amenez toujours des trucs véridiques et sérieux, et merci, quoi. En gros, ils sont obligés c'est pas pour nos beaux yeux, hein, ils sont obligés de reconnaître que oui, là, heureusement, sur certains sujets, il y a le CHS. Donc je pense que voilà, les endroits où ça peut être comme ça, il faut s'appuyer sur ce genre de truc pour essayer de pousser plus loin, un peu comme je disais ce matin sur négociation d'accord, ou je sais pas, moi, on a un peu ça dans la tête. Et puis après, il y a un autre aspect, parce que RPS, on est sur un site nucléaire, il y a tous les risques nucléaires, chimiques, machin, c'est un centre de recherche qui n'est pas que sur le nucléaire en fait. On a tous les risques, je crois, possibles et inimaginables. Donc, et là-dedans, une souffrance au travail qui explose. Imaginez quoi. Et avec en plus, toujours avec la gestion, de plus en plus management par la gestion, machin, etc. Là, par exemple, ils suppriment des stations de surveillance de l'environnement autour du site. Donc, des stations qui n'étaient pas obligatoires. Donc ça veut dire, ils les suppriment en nous disant non mais ça sert à rien. Donc ça fait des années qu'ils font des trucs qui servent à rien, visiblement. C'était pas très bon gestionnaire, mais on voit quand même que plus ça va impacter directement la sécurité, quoi. Parce que, un site dangereux, tout ça. Donc mettre en avant ça sur la disparition des CHSCT, entre autres, voilà, oui, je pense que c'est important. Je suis agent aéroport de Paris, un mandaté CHSCT et du syndicat CG. Donc je vais rebondir sur les différents intervenants. Parce qu'à mes yeux, ils ont mis en évidence quand même un problème qui est récurrent et qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est que le constat qu'on peut faire, c'est que les conditions de travail dans le milieu professionnel se sont sacrément dégradées. Et pour cause, malheureusement, si on reprend les exemples comme France Télécom, avec ce nombre de suicides, Renault et encore dernièrement La Poste, je crois, dans La Poste qui pourront confirmer, je crois qu'on en a 50 suicides aujourd'hui, c'est vraiment scandaleux. Tout ça avec une instance CHS telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on souhaite remettre en cause ces instances, comme je l'ai dit dans la première intervention, donc je reste persuadé que l'EDF n'est pas quelque chose, bien entendu. Donc voilà, le risque est là, c'est qu'aujourd'hui, on fait ce constat que ces conditions de travail se dégradent. Avec ces nouvelles instances, qu'est-ce que cela va donner, quoi. Je pense que la situation va encore se dégrader considérablement. Donc il y a fortement urgence à mettre ces instances. Pour ma part, les propositions, écoutez, je vais attendre que d'autres intervenants prennent la parole et à partir de là, je prendrai la parole. Et je finirai par
ces deux mots-là, enfin, notamment ces deux phrases, comme vous les citez sur votre banderole, ne plus perdre sa vie à la gagner, ça fait référence malheureusement à ceux qui ont décidé de la perdre dans des situations dramatiques, et que la santé des travailleurs, pour moi, n'est pas négociable. Merci. Franck-Henri de BNRS, je travaille donc au sein d'un institut de prévention des risques. Ce midi, on était en AG. La proposition, en fait, c'est de passer d'une Assemblée nationale pour les CHSCT pour la santé au travail et la prévention. Parce que nous, on a attaqué directement par rapport à des suppressions de postes. Et la réflexion qu'on se faisait en interne, c'est que si on y va sur des aspects purement corporatistes, c'est-à-dire qu'on va défendre dans le bout de gras, on veut garder le même niveau d'emploi, alors que depuis, je crois, une dizaine d'années, il y a déjà quand même 75 postes qui n'ont pas été renouvelés. Or, les missions en termes de prévention restent les mêmes. Si chacun défend dans sa parcelle atomisée son point de vue, on ne va pas y arriver, parce qu'on voit bien que c'est un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place, au-delà des CHSCT, au-delà de la réforme de la santé au travail, au-delà des attaques qui sont faites au niveau de l'expertise. Je pense qu'il faut avoir une vision globale. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on est à un congrès où il n'y a pas encore eu des lois du CSE. Le CSE est acté. Alors, c'est très bien de valoriser, et pour être moi-même, j'ai oublié de le dire, je suis membre de CHSCT et je fais aussi des formations pour les membres de CHSCT. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il y a un changement de paradigme fort. On l'entend sur les modes de gestion, on l'entend sur la façon de négocier actuellement, c'est-à-dire que, c'est pas un jeu de mots de le dire, on est sur des formats de négociation en marche forcée. C'est-à-dire la notion du temps, elle est contrainte, c'est-à-dire qu'on va vite. Ce qu'on faisait en une année, on va le faire en 3 réunions. 3 réunions qui plus est sur un trimestre. Et tout ça, avec une nouvelle génération aussi, et c'est très bien qu'il y ait une nouvelle génération, mais peut-être pas forcément avec une culture syndicale forte. J'entends des témoignages qui sont liés à de très grandes entreprises, la majorité, je suis désolé, du pays, ce sont des petites entreprises, et qui plus est, où il y a très peu de syndicats. Ça nous questionne collectivement sur cette représentativité à avoir et à défendre la santé au travail dans toutes les entreprises. Notre CHSCT, dans l'établissement de travailleurs handicapés, formellement, ne pouvait pas exister. Tout simplement pourquoi? On est dans l'établissement, 100 personnes, grosso modo, à ce qu'elle est effective. Il y en a sur le plateau qui travaillent, on est entre 15 et 20. Tous les autres sont chez des prestataires, des entreprises qui nous reçoivent chez eux pour faire leur petit boulot. Et à partir de là, les membres du CHSCT de l'établissement n'ont plus le droit d'aller travailler, d'aller voir ce qui se passe chez le client. Parce qu'immédiatement, la direction nous oppose à sécurité, confidentialité, tu ne rentres pas. Et de toute manière, tes copains-là, ils ont signé le plan de prévention des risques, donc c'est plus ton boulot à toi, c'est le boulot du CHSCT, de l'entreprise employeuse. Autrement dit, c'est des choses on ne voit jamais. Qui c'est qui travaille par terre? On ne sait jamais. Qui c'est qui a un accident? On ne sait jamais. Qui c'est qui ne fait pas le travail pour lequel il a été embauché? On ne le sait pas. Donc, voilà, notre CHSCT, physiquement, était empêché d'exister, et ça a été même jusqu'à ce que cet empêchement ne soit notifié à la demande de la direction par l'inspection du travail. Donc ce serait bien qu'on puisse travailler sur ce genre de choses, parce que je pense qu'avec la sous-traitance, c'est des problèmes qu'on va avoir à n'en plus finir. Je vous crains. Ici, il y a à l'inspection du travail et au syndicat du travail. Je voudrais essayer de faire des propositions, parce que ça fait 2 mois qu'on y réfléchit. Enfin, pour l'instant, c'est assez individuel comme réflexion. Alors, la première, c'est que paradoxalement, je pense que, première chose, ils ont cassé, ou ils veulent casser le tube de température, mais ils ne casseront pas la fièvre. Et ça, c'est évidemment la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que paradoxalement, je pense qu'il va falloir travailler plus avec l'inspection du travail
et plus avec le médecin du travail. C'est assez paradoxal parce que les uns et les autres sont affaiblis. Mais de fait, je pense qu'on va avoir plus de demandes, puisqu'avant c'était le CHS qui faisait le boulot, et donc le CHS est très affaibli. Et pas tout seul. Ou le temps en train de disparaître, je pense qu'il va falloir travailler un peu avec les autres. Donc, entre autres, il va falloir éviter l'inspection du travail au CHS en premier point de l'ordre du jour, pour pouvoir traiter les problèmes d'hygiène-sécurité. Parce que si on est bien à 5h30 du soir, l'inspecteur du travail ne viendra plus. Comme vous le savez, l'inspection du travail, et ce sont les seuls invités avec les médecins dans les CHS. Donc il faudra voir ce genre de choses. Deuxième chose, il faudra essayer de maintenir toujours les suppléants. Maintenir les suppléants parce que c'est eux qui vont prendre le relais plus tard. Et si, comme vous l'avez vu dans les ordonnances, les suppléants n'ont plus le droit de siéger avec les titulaires. Donc vous pouvez obtenir, ou dans l'accord, ou dans le règlement intérieur, le fait que les suppléants puissent continuer à participer au CHS. Troisième chose, il faut que, parce qu'on s'aperçoit que dans les CHS, ce n'est pas souvent le cas, que les représentants du personnel soient informés au jour le jour de tous les accidents du travail. Très souvent, on s'aperçoit qu'il y a un tableau en fin de trimestre qui arrive dans les mains des élus, et ils apprennent quand est-ce qu'on a eu les accidents, enfin à peine, dès qu'il y a eu des accidents du travail, donc il faudra une procédure arrêtée dans le règlement intérieur pour que vous soyez au courant au fur et à mesure des accidents. Troisième chose, quatrième, je pense que les droits d'alerte vont se multiplier, comme disaient les copains de la RATP, et donc il faudra actionner plus les droits d'alerte. Cinquièmement, la formation à la sécurité. C'est le L 41-41-2. Donc l'employeur a l'obligation de former tous les salariés à l'embauche, mais aussi au fur et à mesure du temps, à l'hygiène de la sécurité. Et donc, il faudra exiger, par l'intermédiaire du CHS, quel type de formation il doit y avoir dans cette formation à la sécurité. Et je vous en donne quelques exemples. Donc, le rôle du CHS, le rôle de l'inspection du travail, le rôle du médecin du travail. Qu'est-ce que c'est que l'obligation de sécurité de résultat? Le droit d'alerte, le droit de retrait. Comment monter un dossier d'accident du travail ou maladie professionnelle. Voilà. Dernière chose, je pense que nous allons aller vers la judiciarisation pénale. Et donc, il va falloir que chaque CHS, chaque syndicat, trouve des avocats pénalistes pour envoyer au tribunal correctionnel les employeurs. Et donc, je dis syndicat et pas CHS, parce que CHS, souvent, on n'a pas la majorité. CHS n'aura pas forcément, évidemment, le budget. Donc, les syndicats, il va falloir mettre la main à la poche pour judiciariser une série de conflits que vous estimerez essentiels. Et au-delà du délit d'entrave, tout ce qui est refus, par exemple, de déclarer un accident du travail ou une maladie professionnelle. Voilà. Alors, Christine m'a demandé de faire juste une petite prise de parole au nom de l'association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT, donc l'association qui a été créée en 2015 à l'occasion d'une des fameuses réformes à l'époque de 2015 qui crée le salaire. Voilà, on est un certain nombre de cabinets à réfléchir ensemble sur les meilleures façons de faire notre métier d'experts au service des CHSCT. Donc on s'est croisé avec Annabelle tout à l'heure, on a quelques petits éléments à vous dire. Alors, tout d'abord, merci à Christine pour l'initiative. Alors, oui, notre association a toujours soutenu cette initiative. D'ailleurs, l'idée était partie d'une des initiatives qu'on avait mis en place pour ceux qui étaient en septembre dernier aux Zèbres, qui a peur des CHSCT. On a eu l'occasion aussi d'échanger autour de ces enjeux liés aux ordonnances. Et Christine avait eu l'idée d'organiser une suite, notamment en passant par cette journée.
Alors, quoi dire au niveau de la position de l'association, on a toujours essayé, dès lors que des évolutions majeures législatives sur le travail, les conditions de travail étaient posées, on a essayé d'interpeller les pouvoirs publics dans faire valoir nos inquiétudes et les enjeux que ça soulevait par rapport à l'action des CHSCT et la solution de l'expertise. On a eu l'occasion de le faire dès 2013 au sujet de la loi de sécurisation de l'emploi, 2015 Repsamen, et Corrie qui a suivi en 2016, et cette fameuse loi Gattaz de 2017. Donc à ce sujet, on a interpellé bien sûr au niveau des organisations syndicales, au niveau de l'ensemble des organisations syndicales, la Direction générale du travail, le ministère du Travail, le COP. Et concrètement, on est reçu par la direction de la DGT le 7, donc dans quelques jours, le 7 décembre, sur les futurs décrets et les modalités de mise en œuvre, notamment des fameuses expertises CHSCT, qui, je le rappelle, au même titre que le CHSCT disparaît, l'expertise CHSCT disparaît, puisque maintenant ça va s'appeler expertise qualité du travail et de l'emploi, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Alors, les enjeux au niveau de ce que l'on perçoit à titre d'expert, alors je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit depuis ce matin sur la disparition des CHSCT et bien sûr les capacités des représentants du personnel à s'emparer de la santé du travailleur avec l'éloignement du travail réel, ça c'est un véritable enjeu et on est tous là pour en parler. Propre à l'expertise au service des instances représentatives, nous on en voit plusieurs. Tout d'abord, effectivement, on ne parle plus d'expertise des CHSCT, mais on parle de ce que je vous ai dit, qualité du travail et de l'emploi. Et on parle plus d'experts agréés, on parle d'experts habilités. Ça veut dire une refonte complète du dispositif, notamment qui jusqu'à présent était un agrément reposé sur un agrément qui était délivré par le ministère du Travail, sur instruction du COP et de façon technique de l'INRS et de l'ANAC. Il y a eu un certain nombre de réflexions qui sont nées au cours du printemps et de l'été sur la refonte du dispositif, auquel l'association comme le COP avait été engagée à réfléchir. Mais quand on a vu apparaître les ordonnances fin août, on a vu que ces travaux étaient jetés à la poubelle vitesse grand V pour maintenant n'entend plus parler que d'expertise d'experts habilités. Donc derrière, ce qui nous inquiète, c'est à quoi ça va ressembler. Mis à part la question de qui va habiliter les décrets, ça va être encore une question, mais vers quoi on va s'orienter. Alors une des craintes qu'on va avoir, c'est surtout, est-ce que demain, on ne risque pas de s'orienter davantage sur des actions de gestion des risques, donc prévention secondaire, prévention tertiaire, au détriment de la véritable prévention, qui, vous le savez tous, ça s'attaquer une véritable cause. Est-ce qu'on va avoir les moyens de faire notre boulot à votre service? Ça nous inquiète aussi, et plus de moyens, ça veut dire qu'on va être comme vous, obligé de travailler et de façon éloignée du travail réel. Et on sait que ça, c'est le début de la fin, puisque de quoi on va parler. Et on a toujours considéré que l'expertise CHSCT est un outil du CHSCT, justement, qui s'empare de cette question du travail réel pour véritablement aller dans le débat de la prévention des choses centrées sur la réalité et qui puissent faire véritablement avancer les choses. Voilà, donc aujourd'hui, bon, moi j'interviens juste pour vous faire part un peu aussi de nos doutes, de nos interrogations, de nos craintes, de nos regrets. Et la question, comment on va continuer de travailler pour les futurs CSE ou CHSCT si jamais et surtout comment on va pouvoir travailler pour mettre à jour avec vous le travail réel, les enjeux de votre prévention. En tout cas, on ne va pas s'arrêter
de lutter, de se mobiliser. Nous, ce que l'on souhaite, c'est continuer à faire des vraies expertises au service des représentants du personnel, des salariés, de leur santé, de leur sécurité, et à partir de la connaissance, de la valorisation du travail réel et de la prévention primaire. Voilà, en gros. Éric Penel pour la commission conditions de travail de l'Union syndicale solidaire et accessoirement porte-parole de Solidaire aussi. Trois choses. D'abord, premièrement, remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée. C'est bien qu'il y ait pu y avoir ces échanges autour de l'activité, des nombreuses activités des CHSCT, du public comme du privé. Même si on ne pas, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de commémoration du CHSCT comme étant un truc un peu génial qu'on aurait eu et qu'on nous aurait piqué, alors que, en tout cas nous dans l'activité syndicale, on passait notre temps à réclamer plus de pouvoir et plus de capacité d'agir dans les CHSCT. Il a été dit par exemple dans le public de demander l'alignement sur les prérogatives du privé, dans le privé de pouvoir. Du coup, je disais oui, dans le privé, on demandait à ce que les représentantes et les représentants soient élus directement. On demandait des tas de choses et ça prouvait bien qu'on n'était pas aussi content que ça des pouvoirs du CHSCT, même si ces pouvoirs étaient, somme toute, mieux que ceux qu'on pouvait avoir dans le CE, et que souvent on oubliait quand même les pouvoirs extrêmement importants qu'avaient les DP. On en parle peu de la disparition des DP, mais ça nous semble tout aussi grave que la disparition des CHSCT. Cela dit, pour le mouvement ouvrier, cette situation, elle n'est pas nouvelle. Et sur les questions de santé et de conditions de travail, elle est là non plus pas nouvelle. On a toujours eu sur cette question, il suffit de reprendre l'histoire de la bataille de l'Amiante, pour reprendre une bataille ô combien emblématique sur les questions de santé au travail. On a toujours eu en face de nous des stratégies patronales, parce que là aussi c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle stratégie patronale, c'est une revendication du patronat, MEDEF, mais pas seulement le MEDEF, aussi le petit patronat qui applaudit à ces ordonnances. On a toujours eu cette stratégie d'essayer de gagner du temps, d'empêcher que les choses soient visibles, d'empêcher qu'on puisse avoir quelques victoires et quelques améliorations sur la santé et sur les conditions de travail. Et on savait bien, et ce n'est pas une nouveauté, que depuis leur mise en place au début des années 80, les CHSCT déplaisaient profondément au patronat et qu'il a essayé par tous les moyens d'avoir leur peau, comme il essaye aussi depuis de nombreuses années d'avoir la peau de la médecine du travail, d'avoir la peau des services de l'inspection du travail, d'avoir la peau des organisations syndicales un peu combatives. Voilà, le patronat, son objectif, c'est d'essayer de continuer à accumuler du capital, de continuer à accumuler des choses, et tout ce qui peut l'en empêcher, il essaye de le détruire. Et c'est juste ce qu'il a essayé de faire, et ce qu'il fait en essayant de supprimer les CHSCT. Par rapport à cette situation, on pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que pendant plusieurs années devant nous, on va se retrouver avec une situation avec beaucoup de différences. Il y a eu des salariés d'Orange et des militants syndicaux d'Orange qui ont parlé ce matin. À Orange, ils viennent d'avoir leurs élections. Donc eux, ils vont encore avoir des CHSCT jusqu'à la fin complète des CHSCT dans le privé. Dans le public, ça a été dit, a priori, il va continuer à y avoir des CHSCT. De la même manière, à la Poste. À la Poste, on a une situation avec à la fois des salariés du public, du privé, la sous-traitance à foison. Il n'y a pas de CE, mais il y a des DP et des CHSCT. Il y aura des élections l'an prochain. On peut présumer qu'il va y encore y avoir des CHSCT à la Poste. Donc on va avoir des tas de situations extrêmement différentes.
Et si on part, et on pense que nous, ça serait une erreur de partir de ce côté-là, si on part des instances, on aura du mal à travailler ensemble sur ces questions-là. Nous, on pense que ce qui serait plus intéressant, c'est d'essayer de réfléchir à partir des risques. Et des risques, comme ça a été dit dans les différentes interventions ce matin, il y en a beaucoup. Et qu'on retrouve dans tous les secteurs. De partir des risques et d'essayer de mener des campagnes pour mener des batailles, risque par risque, pour essayer de construire des mouvements collectifs, et du mouvement collectif qui agrège les différentes organisations syndicales, parce que ça nous semble important, mais pas seulement, qui agrège aussi les médecins du travail un peu combatifs, qui agrège les services d'inspection du travail quand ils le peuvent, parce que comme ça a été dit ce matin, on les empêche aussi de s'exprimer, qui agrège les experts, qui agrège aussi les chercheuses et les chercheurs, qui sont nombreux à agir sur ces questions-là. Nous, on pense qu'il faut essayer de construire des batailles autour des risques. On participe aussi, dans ce cadre-là, au collectif Ne plus perdre sa vie à la gagner, qui avait organisé en 2016, en mars 2016, les États généraux de la santé des travailleuses et des travailleurs. Ce collectif a envie de reprendre une activité et invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir le 20 décembre l'après-midi à la Bourse du Travail à Paris pour préparer de nouveaux États généraux à la fin du premier trimestre 2018. Et ces États généraux ont envie de les construire ensemble autour justement de cette question des risques. Parce que CHSCT ou pas, médecine du travail ou pas, inspection du travail ou pas, les risques ils vont être toujours là. Ils ont toujours besoin qu'on construise des luttes, qu'on construise des batailles, comme elles ont existé avant l'apparition des CHSCT. On a connu des tonnes de ces batailles, il y a des tonnes de livres sur le sujet. Et à partir de là, on pense que toute l'énergie qu'on a ici, qu'on a dans les différents collectifs qui existent, si on met cette énergie ensemble pour mener des luttes offensives et non pas défensives, on pourra obtenir de nouveau des victoires et reconstruire le mouvement ouvrier dont aujourd'hui on a grandement besoin. Donc, Étienne Perrin du réseau Stop Égalité, on en a parlé ce matin, mais je vais faire passer la pétition pour l'inspectrice du travail menacée de révocation avec un appel à rassemblement le 14 décembre à 14h devant le ministère du Travail, 14 années week-end. Les médecins du travail depuis longtemps font l'objet de sanctions et de suspensions quand ils défendent les gens. Tous les métiers qui peuvent aider les salariés à défendre leur santé ou leurs droits sont menacés ou étouffés. Et donc je pense, je vais être très brève, que j'approuve tout à fait ce qu'a dit Eric Benel. Il faut qu'on passe à des luttes offensives, mais je pense que le droit du travail, le droit à la santé au travail est presque totalement détruit aujourd'hui. Nous l'avons arraché par des luttes, et donc c'est par des luttes tous ensemble, des luttes acharnées qui ne se bornent pas à des manifestations, hélas, qui servent à bloquer le système, que nous arriverons à recréer nos droits au travail et le droit à la santé. Oui, Marc Barnier, donc je voudrais revenir sur un risque que dit Eric, sur une situation qui est du domaine d'intervention et de mission du CHSCT et qu'on a peu évoqué depuis ce matin, la prévention des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel au travail. Il semble que depuis quelques semaines, il y a eu une ouverture du débat en France sur ces questions-là, y compris dans le monde du travail, y compris sur des agressions donc, dans le monde du travail, et qu'en même temps, on est directement au cœur de mission du CHSCT, puisque sa mission, c'est pas seulement d'intervenir sur ces dossiers, mais bien de prévenir ces situations. On voit que dans ce domaine-là, le gouvernement a aussi remis en cause à travers les autres instances ce qui pouvait exister comme débat autour de l'égalité professionnelle. On avait donc le sujet du droit des femmes, du droit à l'intégrité, du droit à la santé dans l'entreprise, qui était traité par plusieurs aspects. Aujourd'hui, avec cette fusion des instances et avec la disparition du CHSCT, je crois qu'on a un outil extrêmement important pour cette question qui va disparaître et sur lequel il faudrait, et donc par rapport à ces situations, il faudrait qu'on réfléchisse spécifiquement, alors certainement à partir d'expériences concrètes. Il y en a pas eu beaucoup, à Roissy, on a eu un cas, la personne est encore en arrêt maladie 6 mois après, donc c'est bien qu'il y a une atteinte phénoménale à la santé quand il y a une agression sexuelle de ce type-là dans une entreprise. Mais on voit bien qu'on est assez démunis pour ça, donc le CHSCT est absolument essentiel comme organisme.
Bon, les projets, moi je suis syndiqué de base, mais j'ai une conviction. C'est que les questions de la santé au travail et des problématiques liées au travail et l'activité de travail, c'est une question politique majeure aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai réussi à convaincre avec d'autres le chantier travail de l'Institut de recherche de la FSU d'appeler à la journée. Je trouve que c'est très bien. Mais par contre, je n'ai pas réussi, mais je suis un syndicat de base, à convaincre la fédération que sa place était là aussi, est appelée. Et donc, puisque nous sommes aux propositions, la première proposition, c'est que on continue à faire ensemble ce qu'on a fait aujourd'hui en élargissement. Je crois qu'on a besoin, tous, et en particulier tous ceux qui font le travail syndical dans les CHSCT, ou dans les futurs, je ne sais pas pourquoi, d'échanger sur nos expériences. Et ce que je trouve miraculeux, c'est qu'il y a des gens de toutes les organisations syndicales qui sont venus ici échanger sur leur pratique et construire quelque chose d'important. On aura d'autant plus besoin d'échanger entre nous qu'on va se trouver dans un paysage différent. Le droit change et tout le monde a dit ce matin qu'ils continueront. On continuera dans ce cadre nouveau et donc on aura besoin, encore une fois, d'échanger entre nous pour voir comment on va utiliser, contourner, élargir nos droits. Donc voilà, c'est la proposition que je fais. Et je pense que c'est utile, évidemment pour mener les luttes, mais je le dis, c'est utile pour nos organisations syndicales. Parce qu'on a un travail de conviction à faire dans nos organisations syndicales. Christine a dit ce matin, et je partage ce qu'elle a dit, que les gouvernements, le gouvernement actuel, comme le MEDEF, sont en train de préparer un monde où il n'y aura plus besoin d'organisation syndicale. Et si on ne veut pas que ce monde advienne, je crois qu'il faut qu'on se bouge, quoi, et qu'on montre que le travail syndical des CHSCT, notamment, est un travail irremplaçable. Et je finirai par cette conviction et ce constat que j'ai fait, c'est que travailler pour un syndicaliste que je suis sur les questions du travail, ça oblige à s'interroger un peu aussi sur nos pratiques syndicales. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, parce que justement, ça peut être une source de redynamisation de nos organisations syndicales. Et moi, j'en suis convaincu, si on arrive à avancer dans le sens où on a débattu tout au long de l'année. Merci. Hervé Moreau, je suis militant à la FSU, plus précisément au SNES FSU. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec Yves, c'est difficile d'organiser la fédération. Il y a plusieurs syndicats de la FSU qui sont quand même présents, qui ont appelé à venir participer. Je ne vais pas les citer parce que sinon il faudra que j'excuse tous les autres, donc je vais éviter de me fâcher. Je voulais dire juste une chose, donc vous avez bien vu dans le public, la menace elle va arriver par contre-coup. Mais juste une expérience, puisqu'on a vécu, on est plusieurs à avoir vécu la mise en œuvre des CHSCT dans le public, à avoir bataillé pour qu'ils s'installent, et maintenant à batailler pour les faire vivre à partir du travail réel. Donc c'est aussi une vraie bataille. Ce qui était vraiment fondamental, enfin, un des aspects fondamentaux pour moi, ça a été que les CHSCT ont permis de fédérer dans notre organisation des militants qui se penchent sur la question du travail. Donc là, avec la fusion dans le privé, ça va être aussi une fusion des militants. Ce qu'il faudra arriver, c'est à conserver un espace où les militants qui, dans le cadre du CSE, vont s'investir quand même sur cette question SST, puis travail réel, etc., qu'ils puissent se rencontrer, je pense que ma phrase n'a plus tellement de sens, mais vous comprenez, qu'ils puissent se rencontrer de manière régulière pour échanger, pour voir comment ils arrivent à faire quand même les choses, parce que un syndicaliste, c'est quand même compliqué de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, en général. Donc j'espère que les militants qui vont se retrouver fusionnés dans le chaudron de cette nouvelle instance vont continuer de militer pour le travail, pour les conditions de travail, et qu'il faut leur donner un espace intersyndical où ils puissent se retrouver, où ils puissent échanger pour voir aussi comment ils arrivent peut-être à faire les choses, ou voir aussi quels sont les échecs, voir revendiquer précisément à partir de l'instance telle qu'elle va exister.
parce que bon, malheureusement, c'est rare de revenir complètement en arrière, mais il y aura sûrement à reconstruire. Donc, sur comment reconstruire, ça nécessitera qu'on se fédère sur cette question du travail davantage qu'aujourd'hui. Oui, parce que les Gilles, c'est les références sont dans le CHSCT. Au niveau des revendications, je pense qu'il faudra une plateforme commune intersyndicale sur les minima en fait, en termes d'instance représentative, en termes de santé et sécurité de travail. On va reprendre la minima qui existe actuellement, développer cette plateforme et les éléments extra-légaux qui ont été obtenus dans différentes entreprises. Et là, ça constituera une vraie plateforme commune sur un positionnement clair de ce qu'on veut apprendre l'institution représentative du personnel pour lesquels la santé et la sécurité du travail. Une fois ce travail fait, après il faut à la fois dans les entreprises porter ces revendications minimales, plus la spécificité de chaque entreprise en termes de moyens, de fonctionnement du CHSCT, en termes de nombre de membres du CHSCT, etc., en termes de prérogatives. Une fois qu'on a affiché une plateforme commune minimale, l'apporter aussi au niveau des branches professionnelles. C'est quand même un secteur important de la négociation du dialogue social. Et à tous les niveaux de la revendication sociale, syndicale, porter cette revendication de plateforme commune. C'est ma proposition. Je pense qu'il y a assez d'experts pour fabriquer cette plateforme qui reprend l'existant en termes de CHSCT, développer des pistes d'amélioration, de droits nouveaux, de moyens de fonctionnement nouveaux, de prérogatives nouvelles. Aussi, ça a apporté dans cette plateforme. Et l'apporter à tous les niveaux du dialogue social, soi-disant du dialogue social, que ce soit dans l'entreprise ou dans les branches professionnelles. Voilà, c'est ma proposition par rapport à cette journée. Et j'aurais un petit commentaire, c'est qu'au niveau organisation syndicale, il faudrait éviter de signer des accords sur la publicité, sur la santé et sécurité au travail, qui donnent des moyens conciliateurs de l'accord. C'est aussi jouer contre l'institution représentative du personnel en cette matière. Ça, c'est un petit commentaire. Et voilà ce que je souhaite pour cette assemblée. Je suis une ex-expert au service TCE et pas spécialement en CHSCT d'ailleurs. Là, j'interviens à titre personnel pour une coopérative, on va dire. Une petite réflexion par rapport à ce que j'entends là, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu intra-entreprise avec tous les acteurs, vous en êtes les syndicalistes qui vont avoir à se regrouper, à changer leur expérience, à se battre un peu de mur. Mais aussi la question de la bataille d'opinion, parce que quand même ces ordonnances sont passées avec entre la question des CHSCT un peu comme une lettre à la poste. Et il y a un truc que je me demande, c'est dans quelle mesure, s'il y a des adresses qui sont faites, des collectives, etc., ce ne serait pas utile de s'adresser parallèlement et au même titre à Pénico et à la ministre de la Santé. La ministre de la Santé, elle a dit au moment du débat sur la sécurité sociale, en regardant où augmentaient les postes de dépenses, et vous avez vu peut-être que les postes de dépenses sur les arrêts de travail sont exponentiels en 2017 et 2016. Et elle a dit, quelque part dans un journal, mais jusqu'à quand on va permettre aux employeurs de passer toute cette question-là? Bonne question. Et donc, quelque part, c'est aussi une piste d'adresse systématique sur cette question-là, même si effectivement la loi est faite côté pénico et du travail. Mais en fait, pourquoi est-ce que le ministère du Travail n'est pas responsabilisé aussi sur cette question-là? Deuxième exemple pour dire qu'il faut arrêter de dissocier. Le copain l'a dit sur la question des violences sexuelles. En fait, bon, il y a eu du ramdam, là ça bouge, etc. Et en fait, la loi qui est prévue en 2018, c'est tout sauf de l'urgence. Ben, c'est tout, c'est le harcèlement de rue, c'est tout ce qu'on veut. Mais la question du travail, alors qu'au départ, c'est parti de la question du cinéma et des questions des rapports de force contre quelqu'un qui a du pouvoir économique sur des gens qui n'en avaient pas, et cette question-là a disparu. Et je pense que Macron, il a intérêt à effectivement faire en sorte que la question de l'expertise sur la question de la santé au travail reste à l'intérieur de l'entreprise. Et donc il y a un enjeu de débat public, de rattraper l'opinion. Gérald, il y a quelques mots pour l'Union départementale CGT de Seine-Maritime. Donc on a décidé de soutenir cette initiative, on aura préféré avoir
en plus de nos camarades 75, d'autres UD, d'autres fédérations, mais on bataille dans ce sens-là. On avait décidé, il y a 2 ans, effectivement, d'être aussi avec les camarades de Solidaire, avec le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, ATTAC, et d'autres, d'être dans le coup sur les états généraux de la santé des travailleurs, parce qu'il nous paraît que sur ces questions justement de santé de travail, on ne peut pas rester chacun dans sa boutique. Hein, il y a 2 aspects. Il y a un aspect d'abord en termes de lutte. Effectivement, les camarades de la ville, il y a totalement longtemps, on aurait intérêt à avoir une plateforme revendicative sur ces questions-là. On se rend compte que, au sein même de nos organisations syndicales, on a des revendications, souvent sur les salaires, la protection sociale, le licenciement, etc. Mais que le jour de la santé de travail, on a peu de revendications. Alors que pourtant, tout le monde voit bien les dégâts que le système continue à produire. Par exemple, nous, on défend, c'est un truc tout bête, mais on défend par exemple l'interdiction de licencier les salariés vulnérables à cause du travail. Parce qu'ils sont, c'est la double peine, ils perdent leur santé et en plus ils sont licenciés. Et donc, on défend par exemple le fait qu'il y ait des nouveaux tableaux de maladies professionnelles. On voit aujourd'hui que le scandale de l'amiante, c'est aussi le dessous du terme, me semble-t-il. Et on voit aujourd'hui des centaines de milliers de travailleurs qui sont polyexposés aux produits chimiques. Et on a eu les premières bagarres, les premiers succès en termes de reconnaissance, notamment autour des derniers Givor, ou des camarades, notamment des docteurs de Saint-Nazaire, de reconnaissance de ces cancers qui sont des bagarres difficiles, mais on aurait intérêt à revendiquer des droits nouveaux, y compris du point de vue de la protection, et pas seulement du point de vue de nos institutions, comme je l'ai dit ce matin, sur la question du droit de retraite, parce qu'effectivement, les CHS, c'est que dans une catégorie d'entreprise, mais le fait d'utiliser son droit de retraite, que ce soit sur des risques psychosociaux, que ce soit par rapport à des risques d'inhalation de fibres d'amiante ou sur les machines dangereuses, aujourd'hui c'est un droit, mais qui est de fait pas effectif, puisqu'effectivement derrière on peut aisément sanctionner, voire notamment licencier par les entreprises. Donc moi je suis effectivement d'accord avec cette idée d'essayer d'avoir une plateforme revendicative offensive, mais qui soit dans laquelle effectivement qui soit assez parlant pour les travailleurs et tous les syndicalistes qu'on peut rencontrer. Et puis la deuxième chose, on voit bien qu'on est confronté chacun dans nos boutiques à un certain nombre de problèmes et qu'on a intérêt, c'est la deuxième chose, à travailler en réseau. Parce que quand on essaye de bosser, quand on est confronté pour la première fois à un cancer de la vessie, ou à une dépression, ou à une alerte danger graviminant sur les RPS, on a intérêt effectivement à travailler ensemble et à multiplier nos réseaux, quelles que soient nos étiquettes syndicales, et travailler avec nos experts, nos avocats et tous ceux qui peuvent nous filer un coup de main. Et je pense que dans ce sens-là, il faut qu'on arrive à regarder. Il existe toute une série de sites sur le droit du travail, le licenciement individuel, les codes, etc. Mais en termes de santé au travail, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le parent pauvre, parce qu'il n'y a pas vraiment de mutualisation de toute l'information, de toutes les expertises qui ont été menées, de toutes les décisions de TAS, toutes les décisions correctionnelles qui ont été permises avec des condamnations d'employeurs, avec des analyses. Donc ça, je pense qu'on en a besoin comme outil commun. Et puis le dernier truc, c'est que voilà, forcément, on sera forcément partant sur toutes les initiatives nationales qui sont utiles, mais il faudra qu'on puisse regarder à travers chacun de nos départements, regarder ce qu'on peut faire aussi en région. Parce que c'est aussi souvent un petit peu cette difficulté. On est pour les initiatives nationales. Là, on est quelques camarades de la Seine-Maritime, CGT, Solidaire et tout ça, d'ailleurs, qui est venu ensemble ce matin, on n'est pas assez nombreux, mais en même temps, on a besoin de reproduire ce type d'expérience dans les départements, dans les régions, parce que si on veut mener une bagarre nationale, on ne peut pas seulement, me semble-t-il, se limiter à des réunions qui sont importantes pour tisser du lien entre nous, mais à des réunions qui sont nationales. On a besoin de vraiment construire des réseaux au plus près des activités de travail, comme on veut des représentants du personnel au plus près de l'activité. Bonjour, Madame Marchand, je suis CGT Petite Enfance de Paris. Je suis assez d'accord avec la personne qui a intervenu tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a encore beaucoup de travail finalement, alors que les CHSCT vont disparaître, sur la communication. À la petite enfance, on a encore énormément de collègues qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une CHSCT. Donc ils vont disparaître. Et malheureusement, il y a encore plein de gens qui ne savent même pas à quoi ça sert. Donc, c'est le grand mot à la mode parmi nos chefs d'État, c'est la pédagogie. Moi, je pense qu'il faut faire encore un gros travail de pédagogie. Malheureusement, plus ça va, plus la société désinforme. Beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à la fois un outil très intéressant. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, toutes les affaires concernant les affaires concernant les harcèlements sexuels au travail, ça n'aurait pas eu cet impact.
Bon, c'est pas un jugement, hein, mais autour de nous, voilà, on est tous, on va dire quand même, excusez-moi, un peu ancienne génération. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont un travail, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, qui vont partir à la retraite. Il y a encore énormément de gens qui vont partir à la retraite, qui sont remplacés par de tout jeunes professionnels, qui ne connaissent rien. Elles ne savent même pas ce qu'elles ont le droit de faire dans le milieu du travail. Elles ne connaissent pas leurs droits. Elles ne connaissent pas, du coup, les HSCT, c'est un mot totalement incompréhensible. Et nous, on passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie auprès de nos collègues, leur expliquer qu'elles ont des droits. La mairie de Paris, c'est une vitrine, donc il y a beaucoup de paraître. Donc, au niveau de ce que nos collègues vivent sur le terrain, c'est beaucoup de pression psychique pour leur faire comprendre et culpabiliser. C'est-à-dire qu'il y a des glissements de tâches, une polyvalence extrême, et quand vous ne faites pas la tâche qu'on vous demande, on vous fait comprendre, si vous êtes obligé, vous n'avez pas de choix, c'est pas votre boulot, si, la polyvalence, on soutient ses collègues, on fait culpabiliser, et les professionnels le font, et elles sont complètement perdues. Donc malheureusement, nous on est tous là, on sait de quoi on parle, malheureusement aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens, et de plus en plus, j'ai envie de dire, qui travaillent sans connaître que c'est vraiment que le monde du travail et sa dureté, leurs droits, que ce ne sont pas seulement des têtes de travail, mais qu'on a tous des revendications, des droits. On a le droit de ne pas être épuisé, le dos cassé à 25 ans, les genoux en miettes, ou tout simplement rentrer du travail tellement fatigué que le copain qui vous dit on va se faire insinuer, non je suis crevé, j'ai plus envie d'aller me coucher, c'est lamentable. Moi je pense que c'est très important d'arriver à communiquer. On fait des rassemblements, moi aussi je suis syndiquée, on fait des rassemblements, on n'a personne, on fait des mouvements de grève, ça donne pas grand chose. Donc je pense que malheureusement, les grèves, c'est en train d'être un mode de fonctionnement qui n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la solution miracle, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est une des solutions. La communication en est une autre. Il faut parler, il faut aussi au niveau des journalistes. Moi, je regarde beaucoup des émissions, je lis des journaux. On se rend compte que les experts sont tous de l'avis du gouvernement. On ne sait pas d'où sortent leurs experts, mais il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de débat politique. Les émissions des années 70 sur les débats politiques n'existent plus. Quand vous regardez les émissions politiques, ils ont tous le même avis. Et ceux qui ont le malheur d'avoir un avis contraire, comme, pas pour le défendre, mais Mélenchon, une fois dans une émission, s'est fait lyncher, ou alors ridiculiser, c'est-à-dire qu'on ridiculise la parole adverse, on essaye de laminer ou de faire passer pour un clown celui qui n'a pas le même avis. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Et en tout cas, je pense qu'il faut vraiment communiquer et communiquer ensemble. Effectivement, là, je suis très heureuse de voir que des CHSCT, il y en a un peu partout. On vient d'univers très différents, public, privé, etc. Moi, je pense que là, on nous a beaucoup dans la société divisé. Maintenant, il va falloir qu'on se rassemble et se rassembler sur tout ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire les conditions de travail. Moi, j'ai l'impression de repartir au 19e siècle et ça fait très peur. Merci.